Le salaire, ça doit être le préalable de la production et non pas son résultat. Alors, comment est-ce qu'on crée la monnaie? Écoutez, est-ce qu'on peut la créer? Évidemment, actuellement, le revenu disponible des ménages, c'est-à-dire leurs ressources, salaires ou bénéfices pour les indépendants, moins impôts, plus prestations sociales, plus revenu de la propriété. Ce revenu disponible des ménages, c'est 1500 milliards actuellement. Ces 1500 milliards, plutôt que de dire que c'est du revenu qui me revient après que j'ai produit, faisons-en la condition d'une production sur laquelle nous sommes souverains puisque nous n'avons pas à quémander à la bourgeoisie une activité qu'elle nous impose. Créons ces 1500 milliards et divisez-la par les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes dans ce pays. Vous arrivez à 30 000 euros par personne et par an. On pourrait se dire encore une fois que 1 800 euros, 1 700 euros, super, c'est très bien. Mais comment est-ce qu'on finance quelque chose d'aussi massif, sachant que rien que le revenu universel, on n'arrivait déjà pas à trouver des financements pour une pension, pour un salaire, un revenu plus faible. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire ça? Vous pensez que ça passe par la création monétaire? Mais bien sûr, là, tout en n'étant pas du tout d'accord avec le côté keynésien de la chose, j'invite les auditeurs, les spectateurs à aller voir un ouvrage de théorie monétaire, la nouvelle théorie monétaire, la moderne monetary theory, un ouvrage qui est paru en France au Lien qui libère sur le mythe du déficit. Et elle dit très bien que dès qu'on pose la question comment on finance, on est aliéné. Parce qu'on suppose toujours, c'est là que je vais plus loin qu'elle, mais c'est quand même très intéressant ce qu'elle raconte déjà pour nous déniaiser sur cette question. Comment on finance? C'est le côté complètement aliéné de cette question. C'est vrai que c'est le premier réflexe qu'on a quand vous nous dites ça. Mais bien sûr, c'est parce qu'on suppose que pour distribuer des salaires, il faut déjà qu'il y ait eu une production. Absolument. On est dans le capitalisme, où comme on ne maîtrise pas le travail, il faut que le boulot soit déjà fait avant qu'on soit payé. Mais c'est pas instinctif ce que vous nous dites. C'est-à-dire comment on pourrait donner quelque chose qu'on n'a pas? Mais parce que la création monétaire, elle se fait ex nihilo, d'accord? Et que pour extraire des matières premières, les transporter, pour concevoir des outils, les fabriquer, pour faire de l'énergie, etc., il ne faut que du travail. Il ne faut que du travail. Et de la nature. Mais ça, c'est en termes de richesse. Travail et nature, ça fait la richesse. Mais en termes de valeur économique, il ne faut que du travail. Pour que cet investissement puisse se faire, il faut qu'il y ait des travailleurs en capacité de le faire, dont des travailleurs payés. Le salaire, ça doit être le préalable de la production et non pas son résultat. Alors, comment est-ce qu'on crée la monnaie? Écoutez, est-ce qu'on peut la créer? Évidemment, actuellement, le revenu disponible des ménages, c'est-à-dire leurs ressources, salaires ou bénéfices pour les indépendants, moins impôts, plus prestations sociales, plus revenu de la propriété. Ce revenu disponible des ménages, c'est 1500 milliards actuellement. Ces 1500 milliards, plutôt que de dire que c'est du revenu qui me revient après que j'ai produit, faisons-en la condition d'une production sur laquelle nous sommes souverains puisque nous n'avons pas à quémander à la bourgeoisie une activité qu'elle nous impose, créons ces 1500 milliards et divisez-la par les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes dans ce pays, vous arrivez à 30 000 euros par personne et par an, à 2 500 euros par personne et par mois en moyenne. Donc, dans une hiérarchie qui irait de 1800 à 5000. Oui, donc c'est toujours, encore une fois, une question de répartition aussi des richesses. C'est surtout une question de création monétaire ex nihilo sans endettement. Actuellement, la monnaie, pour avoir enseigné à l'université la monnaie pendant 30 ans comme économiste, je connais le catéchisme par cœur, mais c'est du catéchisme. C'est du catéchisme, c'est une religion. C'est ça. Mais absolument, c'est une religion omniprésente dans l'État. D'ailleurs, parler d'église capitaliste. Mais évidemment, qui a ses grands prêtres. Dieu sait s'il y a un nombre de, je sais pas quoi, vous venez à Guillon au Collège de France, c'est vraiment un grand prêtre de l'Église capitaliste, ce mec, bon d'accord. Mais vous en avez des quantités d'autres, tous ceux qui font la théorie de la réforme de l'assurance chômage,
etc. Je prononce pas de nom parce que le nombre des connards est tellement long que ça serait très long dans la profession. Donc pour vous, ça relève de la croyance. Mais eux, ils enseignent des dogmes. Hein. Ça relève de la croyance. Et le problème, c'est que cette religion, elle est partagée. Hein. Nous avons intériorisé le fait qu'il faut d'abord produire de la valeur pour pouvoir être payé, alors que c'est nous qui produisons la valeur. Et non seulement qu'il faut d'abord produire la valeur, mais il faut produire la valeur comme en étant endetté. Puisqu'on suppose que pour qu'il y ait production, il faut une avance en capital. Et que cette avance en capital, ça se fait soit par une création monétaire, par dette, soit par prêt consenti par les marchés financiers, enfin les propriétaires des titres. C'est quand même incroyable que nous avons intériorisé l'idée qu'il faut d'abord s'endetter alors que c'est nous qui produisons la valeur. Bon, alors il y a un moment, il faut arrêter d'être croyant, d'accord ? Pourquoi est-ce que j'insiste sur la religion capitaliste ? C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons depuis l'affaire du voile, on va dire, depuis que Chirac a créé de toutes pièces ce prétendu problème. Il l'a créé en 2003-2004 parce qu'il savait qu'il venait de gagner sur la question des retraites et que ça allait lui coûter la présidence suivante. Sarkozy a gagné en 2010 sur les retraites, mais ça lui a coûté la présidence après. Parce que ce sont des réformes totalement impopulaires. Et donc, il fallait absolument qu'il divise ses adversaires. Il l'a fait avec l'affaire de la laïcité. Un usage absolument scandaleux de la laïcité républicaine, comme on dit, de l'universalisme contre les séparatismes, enfin, etc., qui est un usage raciste, islamophobe de la laïcité, alors que ces laïcards là de la revue Marianne, du Printemps républicain et tout ce monde-là, prétendument de gauche, mais fondamentalement de droite, ne s'étonnent pas du tout, en revanche, que au Collège de France, à Guillon nous enseigne la religion capitaliste. La seule religion qui nous emmerde, parce que nous y sommes aliénés de fait, c'est la religion capitaliste. Elle est omniprésente dans l'État. Omniprésente dans l'État. Donc, nous avons à devenir un pays laïque, ce que nous ne sommes pas, effectivement. Nous avons à séparer l'État de l'Église capitaliste. Voilà. Enfin, la loi de 1905 de s'appliquer. La République ne doit ni reconnaître, ni subventionner l'Église capitaliste. Là, on aura fait d'énormes progrès. Et on évitera la fausse bagarre contre les séparatismes, etc., qui n'est que du mépris vis-à-vis des catégories les plus populaires de ce pays.